Voilà donc deuxième partie de votre émission Livre ouvert. Nous sommes en compagnie aujourd'hui du professeur Birahim Tchoune. Voilà, professeur Tchoune, nous avons parlé de vos deux livres sur Léopold Sédar Senghor. À présent, nous allons parler de ce livre-ci, Écrire en francophonie, où il y a quand même pas mal de recueils d'auteurs, je vais citer comme ça, Aminata Sow Fall, Marouba Fall, Amidou Dia et j'en passe. Et quelle est la finalité en fait de ce livre-ci? Oui, merci. J'ai voulu recueillir dans un ouvrage unique des textes que j'ai publiés dans la presse entre 1998 et 2002. En fait, c'est des écrits proposés au lectorat de la page littéraire du matin à cette époque-là. Et j'ai voulu parler des œuvres des écrivains sénégalais les plus représentatifs. Donc, j'ai parlé des mieux connus, Aminata Sow Fall, Oui. Boubacar Boris Ken Diop, Bougoul. Cheikh Hamidou Kane à l'époque, et Marouba Fall. Et cette sélection-là, pour l'essentiel, se retrouve justement dans le livre que vous avez entre les mains et que j'ai intitulé « Écrire en francophonie ». Bon, ça permettait de rendre justice à des personnes à qui je n'ai pas pu consacrer des textes plus significatifs. Par exemple, Aminata Sow Fall ou Marouba Fall. Ils auraient pu bénéficier d'une étude beaucoup plus exhaustive. Bon, je n'en ai pas eu l'occasion, j'ai préféré les évoquer, en tout cas évoquer leur univers littéraire dans cet ouvrage intitulé « Écrire en francophonie ». Ici, on a le manuel scolaire. Donc, vous êtes professeur aussi. Ce livre-ci. Oui, je suis professeur de lettres, mais puisque je suis inspecteur de l'enseignement, j'ai sous ma responsabilité des enseignements concernant les didactiques en général, mais en particulier la didactique du français. Et je me suis intéressé à la lecture scolaire à travers ces deux ouvrages. Le premier ouvrage, Manuel de lecture et initiation littéraire au Sénégal et en Gambie, essaie de... Et en Guinée. En Guinée, excusez-moi, parce que je songe à prolonger la réflexion de ce côté-là aussi, parce que il y a tout autour de nous des pays qui mériteraient effectivement de parler aussi la même langue que nous. Bon, alors, donc le premier livre, c'est celui-ci, et j'essaie d'analyser les contenus des ouvrages anciens, ceux de la série d'Aven. Les spécialistes l'appellent série d'Aven, mais trivialement, on appelle cette série-là les livres Mamadou et Binta. Tout à fait. Ça commence par le syllabaire et ça se termine par Mamadou et Binta sont devenus grands. Alors j'essaie d'analyser les dispositifs qui sont mis en œuvre dans ces manuels et pour voir justement dans quelle mesure ce qui a été considéré comme inutile à un moment donné peut encore servir. Peut-être que certains textes avaient des contenus assez obsolètes, mais les méthodologies sont encore bonnes. On peut les utiliser dans nos pratiques d'aujourd'hui. Alors j'ai essayé de comparer justement ces manuels-là avec d'autres manuels en cours au Sénégal. C'est Sidi et Rama, par exemple, Ami et Rémi, et des ouvrages guinéens pour la lecture. D'accord. Et les leçons que je tire de cette expérience, c'est qu'il y a une possibilité de revoir, de rénover l'enseignement de la lecture. C'est cela l'essentiel de ce texte, qui est à l'origine une recherche doctorale menée à l'Université Montpellier 3 il y a quelques années. Quelle appréciation donc par rapport à la place du livre actuellement dans nos écoles? Le livre garde son importance. Vous avez vu tout récemment, le ministère de l'Éducation nationale a envoyé plusieurs ouvrages aux établissements du Sénégal, je ne sais plus combien exactement, mais c'est un effort pour repeupler un peu les bibliothèques des établissements et justement donner l'occasion aux écoliers et aux élèves
de lire, au lieu de s'enfermer dans d'autres activités qui empêchent justement le développement de Mais la vous êtes lecture professeur, et le donc développement personnel. certainement que vous êtes souvent confronté à des cas où des élèves ne parlent même pas bien français, qu'ils ne lisent pas et tout. Donc il y a quand même un lien entre le fait de ne pas lire et de pouvoir parler correctement la langue française. Oui, il faut dire que là aussi, il y a quand même quelques malentendus qu'il faut lever. On a l'habitude de dire que nos écoliers, nos élèves, nos lycéens et même nos étudiants à l'université ne parlent plus français, ne s'expriment plus en français, ils préfèrent parler tranquillement leur Wolof. Mais il faut voir qu'il y a une différence entre l'écrit et l'oral. Mais ne serait-ce qu'en lisant, on sait quand même utiliser les phrases correctement, avoir un vocabulaire plus riche. D'accord, je ne parle pas des fautes de syntaxe et de grammaire, ça c'est des insuffisances, hein. Je ne parle pas de ça. Mais de la capacité à s'exprimer de façon fluide. Mais est-ce que ce n'est pas la faute aussi aux professeurs? C'est d'abord un contexte. C'est d'abord un contexte. Parce qu'il y a des classes, des salles de classe où on parle Wolof. Pour enseigner le français. On le dit, moi j'ai jamais vu un professeur parler de long en large Wolof dans son cours de français, c'est inimaginable. J'attends de voir cela. Mais ce que je veux dire, c'est que nos élèves produisent peut-être de bonnes rédactions. À l'écrit, ils font un travail satisfaisant. Pas pour tout le monde, hein, ça il faut le dire aussi, c'est lié un peu aussi au nombre d'élèves que nous avons dans les lycées, à l'université. Et justement. La massification, pour l'appeler par le nom mieux connu. Et ici. Justement avec la circulaire. Oui, attendez, je vais vous dire simplement qu'il y a un français oral qui s'acquiert en situation. Mais ce sont bien les Wolofs qui disent Kudem Tugol de Gnasaran. Ça veut dire simplement que le milieu vous permet d'acquérir les structures linguistiques nécessaires, vous permet d'avoir la capacité à vous exprimer correctement et de façon fluide dans une langue étrangère. C'est donc cela. Il ne faut pas faire la confusion entre ce que nos élèves sont capables de dire à l'oral et ce qu'ils réalisent à l'écrit. Ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas une preuve suffisante que le français ne se porte pas bien chez nous. Senghor lui-même disait, déjà dans les années 30, qu'on disait d'eux qu'ils parlaient un français que l'on retrouvait exactement dans les livres. On leur reprochait le français des livres. Ils parlaient comme des livres, avait-on l'habitude de leur dire. C'est effectivement cela. Quand on n'est pas encore allé en France, on parle le français des livres. C'est exactement cela, mais ce n'est pas si catastrophique que cela. Je fais attention à certains médias aussi qui présentent des étudiants ou des gens qui ne sont même pas des étudiants. J'ai souvent, excusez-moi de le dire, remarqué qu'à la RTS par exemple, même des écoliers, des élèves de l'école élémentaire produisaient des discours assez cohérents, assez corrects. C'est ça qui est étonnant. Donc il y a l'effet média aussi. Mais moi je vais vous dire sincèrement, je vais vous dire très sincèrement, et c'est par expérience, c'est pas qu'on m'a raconté ou quoi que ce soit, mais à plusieurs reprises, je suis allée à l'université, Cheikh Anta Diop de Dakar, que je nomme précisément, il y a eu des étudiants, ils sortent des fautes, mais franchement je pense que même un élève en maternelle ne ferait pas ce genre de fautes. Mais c'est ça le problème, comment expliquer cela? Et pas une fois. Plusieurs fois. Oui. À l'université, tout le monde ne fait pas français. Hein. Mais quand même, quand vous tendez votre micro, quand on est au Sénégal, où on sait que la langue officielle, c'est le français, pour quand même réussir ses études, il faut les avoir fait en français, pour avoir son bac, aller à l'université pour choisir une autre filière, quand même. Mais je ne suis pas en train de défendre les étudiants qui parlent mal français. Hein. Je suis en train d'expliquer simplement. Non, je suis en train d'ouvrir les yeux sur un autre aspect. On peut parfaitement écrire des textes cohérents en très bon français et parler en utilisant des structures défectueuses. Ça peut arriver. Tout le monde n'est pas éloquent. Tout le monde n'a pas la capacité de réaction nécessaire quand on vous tend tout de suite un micro.
Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut prendre Mais en qu'est-ce compte. qu'il faudrait faire? Les pousser à plus parler français entre eux? Oui, dans l'espace scolaire et universitaire, il faut parler français. Et certains maîtres ont ramené l'instrument que l'on passait au cours de ceux qui parlent les langues. Symbole? Le symbole. Certains maîtres ont fait revenir le symbole. Bon, ils ne sont pas obligés de le faire. Mais ça donne un peu une idée de l'effort que les enseignants doivent faire pour que leurs élèves parlent mieux le français. Tout à l'heure, vous avez parlé du nombre d'élèves dans les classes. Et juste récemment, donc avec le ministère de l'Éducation nationale, il y a eu cette circulaire sur le nombre d'élèves, en tout cas estimé à plus ou moins 80 élèves. Oui, bon, moi je pense qu'effectivement, il faut réglementer le nombre d'élèves qu'on met dans les classes. Vous savez, il y a une Mais là, est-ce que ça ne serait pas un peu envenimer la situation? Autour de 45-50 élèves. Oui, c'est Et déjà la même moitié. aujourd'hui, en 2015, à Dakar, il y a des établissements où on trouve dans des classes de CE 25 élèves. J'en ai vu tout récemment. Donc, il y a la nécessité, effectivement, de redimensionner tout cela. Mais est-ce qu'on peut avoir le même nombre d'élèves dans les classes partout? Même si on décide de légiférer dans ce domaine, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Dire qu'il faut mettre 80 élèves dans chaque classe, ça signifie aussi qu'il faut envisager les choses autrement. En termes de recrutement, en termes de Mais est-ce que ce n'est pas justement pour régler ce problème de manque de professeurs, d'élèves, d'instituteurs, je veux dire? Oui, un manque d'instituteurs, il ne faut pas manquer d'instituteurs. C'est ce qui se dit. Il faut mettre les moyens sur la formation des enseignants et recruter autant que c'est nécessaire. C'est aussi simple que ça. Hein. Sur ce plan-là, il y a eu quand même des efforts qui ont été faits pour prendre en charge les nombreux flux. Vous avez sûrement entendu parler des classes à double flux. Hein. Bon, c'était une façon effectivement de réduire le nombre de classes ou le nombre de maîtres selon les besoins. Très grossièrement, je le dis comme ça. Mais c'est pour dire simplement qu'il faut réglementer, il faut prendre le problème globalement. Au lieu de prendre un seul aspect, tant d'élèves dans tant de classes, je pense ça mérite aussi réflexion de la part de tout le monde. Tout à fait. Et puis donc, à un moment, je pense que vous dites qu'on ne peut pas se détourner de la technologie, il me semble. C'est impossible aujourd'hui. Au moment où on parle de révolution informatique et d'introduction du numérique dans les enseignements, il ne faut pas mener la politique de l'autruche. On ne peut pas se fermer les yeux et dire non, 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 pas de technique, pas de... etc. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut affronter la réalité qui arrive. Oui. Mais est-ce que en mettant dans les classes et dans les structures scolaires des postes informatiques, des ordinateurs, oui, des ordinateurs, en mettant tout le dispositif nécessaire, en installant un ordinateur, en mettant aussi à la disposition des élèves des tablettes, etc., est-ce qu'on a résolu le problème? Il faudrait tout repenser là aussi, jusque dans les démarches, jusque dans les dispositifs d'apprentissage. Donc ce n'est pas aussi simple que cela, c'est pourquoi ce livre est une sorte d'anticipation sur les phénomènes qui viennent et qui vont nous envahir, qui ont commencé à nous envahir. Nos élèves utilisent leurs tablettes jusqu'en classe. Ah bah à oui. l'université, il suffit d'énoncer une définition pour voir quelqu'un taper et voir si Google est d'accord avec votre définition, etc. Donc, il faut en tenir compte. Mais là aussi, il faut le faire modérément. Et peut-être prendre des mesures assez judicieuses si nous ne voulons pas que notre école aille à la dérive. Elle est déjà assez mal en point. Je pense que nous devons nous pencher sérieusement sur cette question-là. Tout à fait. Donc, pratiquement, cette émission est terminée. Vous avez le mot de la fin? Quelque chose à rajouter? Un mot de la fin, disons simplement que
Nous sommes à une époque importante pour les littéraires du monde entier, puisque c'est le 20 décembre, vous l'avez dit tout à l'heure, la date anniversaire Voilà. de la mort de Senghor, excusez-moi. Il nous a quittés physiquement. Il nous a quittés physiquement, mais il est toujours présent parmi nous. Tout à fait. Mais son legs devrait être médité pour la formation de nos enfants. Enracinement d'abord, mais aussi ouverture. Je crois que ce sera peut-être le dernier mot pour cette émission. Merci. Merci à vous, Monsieur Birahim Choun, professeur Birahim Choun. Voilà donc, chers téléspectateurs, c'est ici que nous refermons cette émission avec le professeur Birahim Choun. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aussi à toute l'équipe de tournage et de réalisation de DTV. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Livre ouvert. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite des programmes sur DTV.